mon engagement à 17 ans dans la résistance, ça, c'est facile à 17 ans de s'engager. D'ailleurs, il faut s'engager. Enfin, c'est sûr, il faut faire des choix difficiles quoi, pour ton âge. C'est nécessaire. Parce que ça te construit. Adette, dire que je suis content de te voir, c'est faible. Je suis vraiment super content. Et super content de te montrer ce média, quoi, puisque quand on s'est quitté, j'étais écrivain et documentariste. Maintenant, je suis... qu'est-ce que je suis ? Bon, en tout cas, j'essaie de faire tenir cette télé. Et donc, toutes les semaines, j'ai des entretiens, quoi. On parle du monde, on parle de... Ça s'appelle « Tout peut arriver », donc on peut parler de ce qu'on veut. Et avec toi, avec toi, comment dire, j'ai vraiment envie que... Donc, j'ai fait ce film avec Nina et avec toi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Une vie d'Annette ». On s'est rencontrés au plateau des Glières, tous les deux, et, parce qu'on était un peu résistants, quoi. Et j'étais étonné de voir ta modestie et le fait que peu de gens te connaissaient, quoi. C'est pour ça que je suis ravi d'avoir fait ce film. Alors, résumer ta vie, c'est difficile, mais on peut dire que tu as la médaille des Justes, tu as été au Parti communiste clandestin, tes parents étaient bretons, toi aussi, tu es bretonne. Ensuite, tu es entré dans le maquis, tu as toujours résisté, tu étais pied rouge, on peut dire ça. Tu as porté des valises pour le FLN, tu t'es fait arrêter, tu as fait de la prison, tu t'es échappé, tu as été dans le premier gouvernement de Ben Bella. Et puis, quand les généraux sont arrivés, tu as vécu un peu dans la clandestinité. Tu as été sauvé t'as été sauvé par toi-même, mais Georges Kijman est venu te chercher en Algérie. Et puis, tu es devenue une grande chercheuse en neurobiologie. Grande. Enfin, tu étais directrice d'une chercheuse. Une petite chercheuse, mais qui a quand même inventé des médicaments, des choses comme ça, non? Non. Enfin, j'étais épileptologue, tu sais, bon, voilà. Et donc, tu vois, tu as quand même une putain de vie, quoi. Ah bon? On peut dire ça? Si tu veux. Ouais, d'accord. Et moi, j'aimerais avec toi qu'on parle tant qu'il faut d'aujourd'hui, quoi, de ce qui se passe. Tu m'as envoyé des mails qui m'ont vraiment intéressé, où tes amies algériennes te racontent l'Algérie d'aujourd'hui. Donc, je voudrais qu'on parle d'Algérie, de Macron, puis on parle de tout ce que tu veux, qu'on discute tous les deux, parce que moi, je suis super heureux de te voir et de parler avec toi. Donc, on peut commencer par l'Algérie. Donne-moi des nouvelles de l'Algérie. Qu'est-ce qui s'y passe en ce moment? Alors, écoute, tu as lu ce que m'écrit ma copine Salima. D'abord, peut-être faut que je dise qui est Salima pour qu'on comprenne que c'est quand même quelqu'un. Donc, Salima, elle s'appelle Salima Bouaziz. Elle a 83 ans aujourd'hui, donc c'est une jeune pour moi, quoi, voilà. Et en plus, c'est mon élève. Mais bon, sur le plan médical. Ton âge? 96 ans. Donc, voilà. Alors, Salima, elle a 83 ans. Elle est née à Blida, dans une famille de 12 enfants. Alors, c'est très intéressant parce que, quand même, elle a 83 ans. Son père était cadi, mais toutes ses filles, c'est-à-dire sur les 12, 10, je crois qu'il y en a une qui était morte, 9, ont toutes été à l'université. Ce qui est tout à fait remarquable, quoi. En Algérie ou en France? En Algérie. Alors, Salima, elle, se destinait à être dans l'enseignement, mais elle était encore au lycée, qu'elle a été la championne de, je ne sais plus si c'était de la course à pied ou enfin pour l'Afrique du Nord. Et donc, elle est venue à Paris pour être prof de gym au premier institut pour l'éducation. Voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et voilà, pour l'éducation physique. Elle adhère, comme beaucoup d'étudiants, en 1956. On a demandé aux étudiants algériens de faire grève, ils ont tous fait grève ou presque, et alors ça a fermé les facs d'ailleurs, et ça a ouvert les maquis, on pourrait dire ça, et donc elle aussi est devenue membre du FLN. Mais elle était après en France, et là elle est devenue la secrétaire du patron de ce qu'on appelait dans l'exécutif du FLN,
l'OS, l'organisation spéciale. Alors, l'organisation spéciale, c'était les gens qui organisaient les assassinats des traites, le truc qui a fait sauter Mourpiane, voilà, tout ça. Et donc, il s'appelait Bouaziz, on l'appelait Sissaïd, c'était son pseudo, mais c'était Rabat Bouaziz qui finalement elle a épousé. C'est pour ça qu'elle s'appelle Salima Bouaziz. D'accord. Et à la fin de la guerre, Bouaziz, Rabat, est donc devenu le premier préfet d'Alger. D'accord, ah oui. Oui. Et elle, rentrant là, déjà mère de famille, elle a repris des études, mais de médecine. Et elle est devenue neurologue. D'accord. Comme ça qu'elle est devenue mon élève. Et donc, voilà. par elle, tu as des nouvelles récentes? Et alors, par elle, chaque semaine, ou pratiquement, après les vendredis, souvent le samedi, elle m'envoie un petit mail pour me raconter ce qui se passe. Ouais, voilà. C'est souvent très décrit. Elle écrit très bien, en plus, et elle décrit très bien ce qui se passe. C'est-à-dire, évidemment, Tony par exemple. Bonjour ma très chère Annette, il fait un après-midi magnifique, la ville est absolument silencieuse puisque c'est le 6e jour du Ramadan, mais hier, et malgré le Ramadan et la canicule, la ville était soulevée par la foule joyeuse et fraternelle qui vendredisait pour la 12e fois, un peu comme nous les Gilets jaunes d'ailleurs, voilà, c'est ça, pendant des heures en demandant le départ de tout le système qui a confisqué le pouvoir depuis l'indépendance et en revendiquant absolument la démocratie. Les manifestants ont organisé à leurs frais un grand repas convivial dans la rue pour la rupture du jeûne, etc. etc. Mais évidemment, ça évolue. C'est ce qui se passe semaine en semaine. De semaine en semaine. Et ce qui évolue surtout, c'est les slogans. Parce qu'il y a des slogans extraordinaires. Quoi. Par exemple Il y en a alors un que j'ai retenu parce que je trouve qu'il est tellement humoristique que ça vaut le coup. Alors c'est quelque chose comme ça. On va acheter, désormais on va acheter un fauteuil en Tefal. Ben, tu vois ce que c'est le Tefal. Hein, en Tefal, pour que le prochain président ne peut pas s'y coller. Je trouve que c'est très marrant. Non, tu vois, par exemple. Et puis, bon, c'est surtout... Alors, il y a aussi, elle m'envoie aussi maintenant, parce qu'il y a des espèces, comment ça s'appelait en Chine, tu sais, des journaux sur les murs. Oui, des décibao. Des décibao. Enfin, elle appelle pas ça des décibao, mais c'est le même système, si tu veux. Alors, elle m'envoie aussi des trucs comme ça. Et il y en a qui sont extrêmement émouvants. Je les ai pas, je ne peux pas te les dire exactement, mais par exemple, il y a un monsieur qui dit qu'il est, je ne sais plus quoi en fait, la quarantaine, hein, comme ça, et qui dit du temps de Bouteflika, on restait chez soi parce qu'on avait peur d'être dénoncé par son voisin. On ne parlait jamais à son voisin. Tandis que maintenant, on est tous dans la rue, la main dans la main. Vive la démocratie! Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que Boutef... Nous, on avait essayé d'aller ensemble en Algérie, on n'avait jamais réussi à avoir le visa. Moi, j'y croyais pas, mais c'est toi qui avais raison. Oui, j'avais raison, je savais qu'il ne me donnerait pas le visa, moi. Parce qu'il y a une vieille rancune, quand même, de Bouteflika à ton égard. Bien sûr, oui. Mais je savais, quoi, que Boutef me donnerait pas... Parce que j'étais benbelliste et que voilà quoi, et que j'ai dénoncé. Moi, je connais Bouteflika depuis qu'il avait 25 ans, tu vois. Quand j'ai connu Bouteflika. Il n'a pas toujours été grabataire. Il n'a pas toujours été grabataire, non, loin de là. Moi, j'aimais beaucoup Ben Bella, en fait. Pourquoi? Parce que, par exemple, la mère de Ben Bella, on la met dans un lit, dans la salle commune, un peu séparée par des rideaux comme partout, de Mustapha. Elle est soignée par des Algériens. La femme de tous ces militaires et de tous ces ministres, de tous ces ultra-gauches qui te disent tout ça, du mal de Ben Bella, si leur femme a un petit furoncle ici, elle va à Moscou ou à New York se faire soigner, tu comprends? Ben Bella, il vivait dans 3 pièces. Il faisait la cuisine. Des fois, on travaillait dans la cuisine, tu vois. Voilà. C'est une vie de militant, quoi, tu vois. Et je crois que ça ne plaisait pas tellement, tu vois. C'est vrai aussi, ça. Mais en même temps, c'est un tribun. En même temps, il aimait bien, tu vois, comme ça. Et puis, il aimait beaucoup faire plaisir à ses ennemis pour qu'ils l'aiment. Parce que ce qu'il veut, c'est qu'on l'aime. Tout le monde veut qu'on l'aime, mais quand on est chef d'État, c'est pas tout à fait pareil. Qu'est-ce que tu dirais de lui aujourd'hui? Comment tu le...
Oh ben, le pauvre, maintenant, je ne plus rien du tout. Non, mais je ne parle pas de lui aujourd'hui, mais qu'est-ce de que lui, tu dirais de lui, de son parcours, de ce qu'il a fait pour l'Algérie écoute, très jeune, il a été effectivement un résistant pour l'Algérie, mais très vite, elle a été remarquée par Boumedienne, qui lui aussi grimpait à ce moment-là. Et il est né au Maroc. Boutef ? Boutef, oui, enfin au Maroc, à la frontière, hein, à Oujda. Et donc, et à ce moment-là, Boumedienne commandait ce qu'on appelait la wilaya 5, c'est-à-dire la wilaya de l'Est. Et donc, il l'a repéré, comme ça, il est devenu son secrétaire. Mais nous, on disait le page de Boumedienne, en quelque sorte. Parce que c'est devenu son page, effectivement. Voilà. L'an passé, quand on parlait de ça, d'abord, il y avait Jamila Bouyared aussi qui t'écrivait. Oui. Là, elle m'a téléphoné aussi quand elle marchait. Mais donc, elles doivent être plutôt joyeuses, tes amies. Ah ben oui, elles sont contentes, oui. Parce que c'était, je me souviens des mails, il y a un an, c'était le désespoir, ou quand nous, on devait y aller. Ah oui, absolument. Mais maintenant, elles sont très heureuses. Elles n'en reviennent pas en même temps, vu leur âge, parce qu'elles ont vu toute cette période de 1962 à aujourd'hui, en quelque sorte, quoi. C'est-à-dire la dictature, quand même, hein, la dictature militaire. Après, quand il y a eu la mort de Boumedienne, c'est allé un petit peu mieux avec, comment il s'appelait là, que je connais bien aussi, enfin, bon, qui lui a fait quelques réformes, dont, par exemple, le parti unique a disparu, plus ou moins. Mais immédiatement, il y a eu les islamistes qui ont fait ce qu'on appelait la décennie où il y a eu beaucoup plus de morts que pendant la guerre d'Algérie, 400 000. C'est pas rien. Donc voilà, donc tout ça. Non, mais ce qui est drôle, c'est quand même une leçon de vie. C'est-à-dire que quand je lisais ces mails ou quand j'étais en contact un peu avec elle, avec l'intention d'y aller, il y avait un désespoir, mais total. Aucune issue. Elle vivait renfermée chez elle, à ne pas sortir, etc. En disant que tout était foutu. Enfin, genre, on attend la mort, quoi. Absolument. Et là, exactement. Miracle, absolument. C'est ce que je lui dis. Et exactement ce que disait ce même monsieur qui disait, toi, on vivait chez soi sans parler aux autres, etc. Tout le monde était comme ça. Et maintenant, c'est... Voilà. Dans ces... Même toi, ça t'a surpris, alors ? Oui, moi aussi, ça m'a surpris. Franchement, ça m'a surpris, c'est vrai. Je me disais qu'un jour ou l'autre, ça allait craquer. C'était pas possible. Mais quand même, si vite, et surtout avec tous ces jeunes. Mais ça se comprend très bien, en fait. Parce que, en fait, si tu regardes la population, comment elle a monté, la démographie, ben merci. Tu vois, quand on est vieux, tu perds complètement les mots. C'est horrible. C'est pourquoi je voulais pas venir, toi. Mais Annette, moi, je pense que tu es, je t'ai dit, comme le poète de Cap Cod, là. Tu fais une régénérescence neuronale. Attends. Ah bon, tu parles. Alors, bon... le poète de Cap Cod, tu sais, c'est parce que les gens ne connaissent pas, c'est un poète américain dont j'ai oublié le nom, qui à l'âge de 104 ans a écrit ses plus beaux poèmes et qui avait toute sa mémoire. Et on a découvert que chez une frange, mais tu sais ça, toi, la neurologue, que c'est un très petit nombre de privilégiés. Ça s'appelle le syndrome de vieillissement réussi. Ouais. Et tu crois pas que tu... Non ? Peut-être j'en fais un peu partie, mais pas Et donc c'est des neurones qui se recréent jusqu'au bout, hein, mais on le sait ça, mais il y a chez certaines personnes un peu plus que chez d'autres. Voilà. D'accord. Alors on est un peu sorti du truc. Non, ce que je voudrais, c'est ton analyse et ton regard sur ce qui vient de se passer. Alors, ce qui vient de se passer, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que j'avais un petit peu peur qu'il manque de leader, si tu veux, parce que c'est très bien ce qui se passe. Hein. Mais en même temps, pour changer complètement... Enfin, ça a déjà changé, puisqu'ils les ont foutus entre eux, c'est déjà pas mal. Mais enfin, il faut maintenant les remplacer, en quelque sorte. Il faut faire une nouvelle constitution, une nouvelle république, en fait. Hein, une vraie république. Une vraie démocratie. Il n'y a jamais eu en Algérie. Donc, c'est un boulot, quand même. Et donc, je me disais, comment ça se passe ? Alors maintenant, je sais, par Salima, que tous les mardis, par exemple, les syndicats, je prends l'exemple des syndicats, mais les syndicats ouvriers, mais les syndicats des médecins, les syndicats comme ça, se réunissent, c'est en général le mardi, et maintenant ils ont fichu dehors tous leurs
tous les patrons de ce truc qui avaient été cooptés, enfin nommés par le pouvoir. Oui, la corruption généralisée. La corruption généralisée, quoi. Alors donc, ils les ont fichus dehors, on est élus de nouveau, et ils se réunissent et ils parlent de l'avenir, comment faire pour maintenant faire en sorte que ce mouvement spontané et tellement extraordinaire, vraiment, puisse déboucher sur une démocratie et un vrai pays républicain, en quelque sorte. Et toi, tu as bon espoir que ça puisse... Oui, j'ai bon espoir depuis que je sais que ce qui se passe maintenant, si tu veux aller par là. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est parce que, évidemment, tu sais qu'ils ont fait, Bouteflika est parti, mais on a nommé des types de l'armée, tout ça. Mais maintenant, quand tu vois les banderoles dont elle m'envoie, maintenant, évidemment, ça a changé. C'est plus dehors Boutef, c'est dehors ceux qui remplacent Boutef. Ah oui, carrément. D'ailleurs, ils les ont mis presque tous en prison. Alors, on pourra revenir sur l'Algérie après, mais je vais faire un parallèle un peu je ne sais pas s'il est facile ou oiseux. C'est quand on voit les gilets jaunes en France, est-ce que tu te dis, tiens, on va peut-être y arriver nous aussi. Nous, on n'a pas un vieux président, on a un jeune président. Qu'est-ce que tu en penses de notre jeune président, toi? Ce que j'en pense. Alors moi, je vais te dire, je pense que ce type, et bientôt on analysera sa pathologie, parce qu'il est pathologique, son histoire. C'est un homme, vraiment, qui, effectivement, quand on a dit Jupiter, c'est ça. Donc, vraiment, il a un syndrome psychiatrique très clair, pour moi. Toi qui es psychiatre. Peut-être pas psychiatre, mais j'ai fait un petit peu quand même. Pourquoi? Parce que, tu comprends, il ne se trompe jamais. Il est unique. Personne ne peut dire que ce qu'il fait n'est pas très bien, puisque c'est lui qui le fait. Ça veut dire qu'il a un ego, quand je dis hypertrophié, je ne sais pas quoi, comme un ballon, quoi, tu vois, je veux dire, qui va bientôt péter. C'est pas possible. Ouais. Voilà. Parce que c'est ça. Alors, bon, c'est une bande de potes, tu vois, comme ça, qui ont fait beaucoup d'études et qui se sont imaginés que parce qu'il avait fait beaucoup d'études, il connaissait il allait pouvoir gouverner un pays dont il ne connaissait rien du tout. Il n'y en a pas un qui est monté une fois dans un métro, je pense, tu vois, voilà, par exemple. Tu vois. Donc voilà, ils ont cru que ça s'est passé comme ça. Et ils se sont rendus compte quand même que peut-être ça ne se passait pas si facilement que ça. Mais ils ont comme patron ce type qui lui dit, mais continuons pareil, puisque c'est moi qui le dis. Moi. Et tu sais, moi je me disais, il est allé visiter le truc de Léonard de Vinci. Moi je pense que, tu vois, quand il y était, je m'imagine qu'il se disait quand même, est-ce que moi non plus, je ne pourrais pas un jour ou l'autre être dans un même truc comme ça, parce que, au fond, oui, peut-être Léonard de Vinci, peut-être qu'il est un peu plus intelligent que vous, là, tu es un peu plus intelligent que moi, mais est-ce que c'est sûr, franchement, tu vois, je pense que c'est l'unique personne qui peut dire ça. Mais tu sais, j'ai reçu ici Antoine Payan qui a écrit un livre, tu sais, sur le boxeur Détinger, là. Et il raconte, Détinger, c'est le boxeur qui a boxé, qu'on persécute en ce moment et il raconte à la fin de son livre que Emmanuel Macron a fait ouvrir la basilique à Saint-Denis pour se recueillir sur le tombeau de Charles X. Voilà, tu vois, c'est ce que je te dis, quoi. C'est pathologique. Ouais. Ouais. Non, voilà. Mais alors donc voilà quoi, voilà ce que je pense, tu vois, je veux dire voilà. Mais ceci étant, comment tu... Mais maintenant, voilà, néanmoins j'ai voté pour lui. Je regrette. Au deux tours, tu as voté pour lui? Non, pas au deux tours, non, au deuxième tour. Au premier, tu as voté quoi? Hamon. Ah bon, d'accord. Et là, aux européennes, tu es allé voter? Oui. Tu as revoté Hamon? J'ai revoté Hamon. Ne le dis à personne, non, mais j'ai voté pour l'écologie parce que je me suis dit l'écologie est assez puissante en Allemagne, alors apportons une bonne écologie. J'ai voté vraiment pas français, pas pour la France, j'ai voté vraiment pour l'Europe. Et alors, toi, tu es dans un milieu, quand tu es à Dieulefit ou quand tu es dans un milieu plutôt bourgeois, tes amis votent quoi? Ils sont tous devenus macronistes. Et comment ça se passe alors quand tu es avec eux? Ils s'engueulent.
Enfin, j'essaye de les persuader. Des fois, je m'énerve avec eux, comme ça, parce que c'est un peu idiot, quoi, comme ça. Ben, je leur dis ce que je viens de te dire, quoi. Ouais. Mais des fois, ça me fait au moins réfléchir. Hein. Bentley, j'ai vu que je l'avais un peu, comme ça, sur les 6, un peu ébranlé, quand même. Et comment... tu fais le parallèle, toi, entre les manifestations régulières qu'il y a en Algérie et les Gilets jaunes en France ? Pas tout à fait, quand même. C'est assez différent, parce que c'est des pays différents. Tu sais, en Algérie, ils ont tous moins de 30 ans, ceux qui sont dans la rue. Il est vrai qu'ils sont les 52% de la population à moins de 30 ans. Tu vois. Donc on ne peut absolument pas, à mon point de vue, comparer. Et même sur le plan des Gilets jaunes, j'en respecte beaucoup, mais enfin, tu vois, il n'y a pas une unanimité idéologique, pas du tout. Tandis qu'il semble qu'en Algérie, c'est le contraire. Ouais. Ils veulent une démocratie. Par exemple, dans les trucs que m'envoie Salima ou aussi Jamila, et il y a quelque chose qui me revient là maintenant que tu me parles de ça. Par exemple, il y a un type qui dit, il est dans le cinéma, et comment on appelle ça, le caméraman. Alors il se balade avec sa caméra, et il y a une fille qui est de Bab el Oued, et Bab el Oued, à Alger, il n'y a plus que des islamistes qui habitent à Bab el Oued maintenant. Et la fille lui arrache ce truc, comme ça, et la fille, elle prend ça, donc complètement voilée, en fait. Elle lui arrache quoi, le micro son micro, et elle prend le micro, il est un peu comme ça, d'après ce que je comprends. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Vive l'amour, vive la démocratie. Ah bon ? Avec son voile. Avec son... Oui. Non, c'est quelque chose. Alors il dit... Voilà. Un autre dit aussi, comme ça, que... Justement, dans le quartier, le même quartier, il se balade, et c'est une femme aussi, il faut dire. Hein. Alors, une femme comme ça, qui se baladait avec des trucs comme ça. Les femmes, nous allons maintenant enfin voir à tous les territoires, etc. Toi, voilà, manifester. Et lui, il dit, mais c'est extraordinaire, quoi, c'est des islamistes. Tu vois. Et le mouvement des Gilets jaunes en France, tu lui vois une issue, toi, ou comment tu... Pas vraiment. Toi, ouais. Je ne suis pas très... Bon, je ne connais pas bien, mais enfin, je veux dire... Mais ça fait quand même presque 6 mois que ça tient, quoi. Ça tient bien sûr. Mais enfin, tu vois, je trouve qu'il n'y a pas, comment te dire, une ligne... commune suffisante. Ça, Et puis, en fait, tu étais devant ta télévision, peut-être en décembre, quand il y a eu le gros des manifestations, et puis en janvier, tu t'es pas dit que le pouvoir vacillait, qu'il était en train que ça pouvait basculer ? Non. Jamais. J'ai pas pensé. Parce qu'il y a eu une répression qu'on a rarement vue. En toi qui en as vu. Bien sûr. La répression, bien sûr. Ça, en 80, enfin, t'avais déjà vécu des périodes comme ça en 68, c'était pas comme ça. Pas comme ça du tout, non. Même pas, non. Pour moi, ça n'a pas existé que là. Et t'as ressenti... C'est normal, quoi. Avec le gouvernement que l'on a, moi, je suis pas étonnée de ça. Ah, t'étais pas étonnée, non, toi ? Pas du tout. La violence. La violence. T'as vu, on n'a plus le droit de dire violence policière. Mais non, je sais bien, mais moi, je n'ai pas été tellement étonnée, toi. Pourquoi t'as pas été étonnée ? Parce que c'est pas des politiques, ils savent pas gouverner, ces gens-là. C'est des amateurs. Alors, sont amateurs en tout, là aussi. Ils ont laissé faire la police, pour la voulu, quoi. Tout bêtement, quoi. Enfin, les Gilets jaunes, tu vois, aussi, quand ils démolissent l'Arc de Triomphe, je trouve que c'est un peu con aussi. Ouais, mais je ne sais pas s'il n'y avait que des Gilets jaunes au moment peut-être aussi, peut-être pas. C'est vrai, peut-être maintenant, il y a des enquêtes en cours. Et puis même, les enquêtes sur les bavures policières, elles prennent beaucoup de temps par rapport à la manière dont on réprime les Gilets jaunes. Bien sûr. Il y a des choses quand même hallucinantes. Tu as vu cette histoire de la cagnotte du boxeur là. La police entend tout le monde. Enfin, tu vois, les syndicalistes qu'on met en prison. Oui, bien sûr, mais moi, ça ne m'étonne pas d'eux. Franchement. Et il y a comme une... Enfin, je sais pas comment tu... Enfin, tu as été en province comme moi, mais il y a comme une acceptation, quoi. Il y a une révolte, effectivement, mais il y a une sorte de majorité silencieuse qui a l'air de plus en plus d'accepter ça, endormie par
par BFM ou par... Non ? Oui, c'est le truc, c'est que, encore une fois, c'est eux ou l'autre. Ouais. C'est ça que les gens se disent. Eux ou l'autre, ça veut dire quoi ? L'autre, c'est Marine, quoi. Déjà, c'est eux ou l'autre. Et beaucoup de gens te disent ça, quoi. Tu vois, je veux dire. Donc, voilà. Et évidemment, il faudrait essayer de leur démontrer que faut combattre les deux à la fois, quoi. Tu vois. Ah oui. Voilà. Toi, s'il y a un second tour Macron-Le Pen, tu fais quoi ? Je vote pas. Ouais, ben, on est nombreux à être comme ça. Donc, elle risque de passer, mais... Tant pis. Voilà. Tant pis. Tant pis, mais ce qui est embêtant, c'est qu'on dit peut-être qu'il n'y est pas pour longtemps, mais quand c'est comme ça, ils sont pour longtemps. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faudrait maintenant se battre absolument pour que le vote blanc soit intégré. Ça changerait quelque chose, le vote blanc ? Ah ben oui, parce que si on votait blanc et que c'est intégré, tu ne mettrais pas obligatoirement Marine au pouvoir en faisant ça. C'est pour ça qu'ils ne vont pas le faire. Ils disent qu'ils vont le faire, mais ils le feront après. Évidemment. Tu suis l'actu, là, tu lis beaucoup, tu es sur Internet beaucoup ? Oui, je vais sur Internet surtout, parce que tu sais, moi je suis abonné au Monde, mais sur Internet, je lis sur Internet parce que je me déplace plus beaucoup. C'est un bon journal, Le Monde ? Oui, je lis comme ça, c'est pas le pire. Tu regardes pas le média ici ? T'as déjà regardé les émissions qu'on fait, non ou pas ? Non, je sais même pas comment faire pour faire ça. Bon, je vais t'envoyer des liens et tu verras. Non, mais... Tu as été habillé avec Lucie Aubrac, avec Stéphane Hessel, enfin, tu l'es aujourd'hui ? Non, je n'ai jamais connu Stéphane Hessel. Stéphane Hessel, tu l'as jamais. S'il était de ta génération. Oui, mais je ne les ai pas connus, ces gens-là. Et si... Moi, j'étais une petite de rien. Non, je ne suis pas sûr. Mais si, je t'assure. Je suis sûr que non. Mais en fait, moi, ce que je veux, c'est que personne n'oppresse personne. Qu'aucun homme n'oppresse un autre homme et qu'aucun État n'oppresse un autre État. Et c'est pour ça que... Pour moi, c'est la même chose. C'est d'ailleurs pour ça que je suis rentrée dans les FN. C'est véritablement ça. Je trouvais que c'était une espèce de devoir, quoi. J'aurais pas pu me regarder dans la glace si je l'avais pas fait. Moi, j'ai été l'avocat de Lucie et de Raymond Aubrac. Eh bien, Lucie Aubrac faisait la même chose. Qu'Annette, elle allait dans les écoles et elle rappelait ce qu'était l'esprit de résistance. Et je pense que pour quelqu'un comme Lucie Aubrac, eh bien, l'action d'Annette se serait inscrite tout naturellement dans la sienne. Enfin, il fallait bien des petits de rien pour faire que ça marche. Hein. Ah oui, puis ça a plutôt marché. Les soldats, c'est les soldats qui font la guerre. Hein. Oui, je sais. Et comment dire, il y a une hypothèse que tu n'as pas évoquée, c'est la révolution. Est-ce que tu penses qu'elle est possible ? Non, je crois pas. Non, je ne pense pas. On a reçu ici, il y a quelque temps, un monsieur qui est un de mes amis, qui s'appelle Charles Roederer, qui, à la fin de l'entretien, était assez désespéré sur l'idée que, de toute manière, le réchauffement climatique allait tous nous mettre d'accord, quoi. C'est possible. Il y a malheureusement... Tu partages cette inquiétude, oui, toi ? La preuve, c'est que pour la première fois de ma vie, j'ai voté écolo, tu vois. Ouais. Oui. Et tu penses qu'on peut avoir un président écolo un de ces jours ? Ça serait... Peut-être, mais enfin, je ne suis pas sûre, mais que si l'écolo prend vraiment une plus grande ampleur, il pourrait quand même y avoir... Parce qu'il faut de l'écologie aussi sociale, enfin, avec des trucs sociaux, bon, sinon ça ne suffit pas, hein, tu vois. Alors, je pense que quand même, si on vote écolo et que on apporte quelque chose qui peut faire basculer pas mal de trucs. Tu continues à faire tes conférences dans les lycées ou Oui, bien sûr, oui. Ouais. Enfin, j'ai continué, parce que je ne continue pas maintenant, parce que j'arrête toujours, tu sais, avant les examens, tout ça. Oui. On a reçu ici, enfin, tu connais Étienne Chouard, toi ? Ça te dit quelque chose ? Non. C'est un homme politique qui est très populaire chez les Gilets jaunes. Oui. Et je l'ai interrogé ici parce qu'il a une grosse audience, etc. Oui. Et il est accusé d'être confusionniste. Ah oui, je sais qui c'est, bien sûr. Ça m'a... Bien sûr, oui. Et je vais poser cette question sur les chambres à gaz. Et est-ce que tu sens, toi, parce qu'il nous a dit qu'il n'était pas suffisamment informé pour répondre sur l'existence des chambres à gaz. C'est scandaleux. Ouais. Ce type, j'ai envie de le descendre, tu vois, quand il dit ça. Ben oui, non. Pour lui dire de... Est-ce que tu sens
que ces négationnistes, derrière les négationnistes, il y a évidemment de l'antisémitisme. Est-ce que tu sens qu'il y a une montée de ces choses-là? Absolument, de l'antisémitisme, c'est sûr. Et comment tu l'expliques? C'est lié à la guerre au Moyen-Orient, tout bêtement, quoi. L'antisémitisme, il vient du fait que les musulmans, dans leur ensemble, je ne suis pas anti-musulmane. Et je sais, je me souviens d'engueulade entre toi et Marceline Loridan. Voilà, c'était sur ce thème, justement. Mais si tu veux, il est évident que l'antisémitisme, un nouvel antisémitisme, il y a eu 5 gosses assassinés dans une école. Oui. Excuse-moi, quoi, toi, non, l'antisémitisme est en effet en recrudescence très nette dans notre pays. Ce qui est évidemment, quelque côté qui viennent, une descente terrible. Parce que, si tu prends du recul et que tu suis l'actualité, t'es pas prise de désespoir parfois entre je sais pas, il y a aussi la montée il y a l'islamophobie aussi qui refait surface avec les attaques. L'islamophobie, pareil, bien sûr. Eh bien non, parce que moi, tu sais, d'ailleurs, je pense que ma vie a été ce qu'elle est parce que je suis une optimiste, en fait. Voilà, je suis une optimiste. Alors donne-moi des raisons d'être optimiste. Peut-être pas beaucoup, mais moi je reste optimiste parce que c'est dans mes gènes comme ça. Tu vois, je reste optimiste parce que les êtres humains, quand même, tu vois, qu'est-ce qu'on a de plus que les animaux? Une conscience, une pensée plus élaborée. Et quand on pense vraiment, on ne peut pas dire des choses comme ton mec, là, par exemple. Tu vois. On ne peut pas, et on ne peut pas être ça. Il y a toujours un moment où même dans notre pays, on est un pays où on se ressaisit assez facilement, dans toute notre histoire, c'est vrai. Alors donc, je suis plutôt optimiste. Et là, on est dans une période on est une période de creux, là, vraiment. Alors, oui, ça c'est vrai, quoi. On ne peut pas dire le contraire. Tu as toujours voté à gauche. Quel conseil tu donnerais parce que les partis, on va dire, de gauche, la gauche, tu la remontes jusqu'où? Est-ce que le PS, aujourd'hui, est redevenu un peu à gauche ou tu le laisses toujours il a toujours été à gauche, le PS. Une petite gauche, quoi. Il est rose, quoi. Voilà, bon. Mais vaut mieux être rose que blanc. Oui. Bon, quel conseil tu donnerais? Parce que la gauche est complètement éparpillée. Absolument. Je dirais, évidemment, qu'il faut qu'ils se regroupent. Absolument. Et je pense qu'on n'a pas les leaders qu'il faut nulle part pour que ça se produise. Parce qu'ils ont tous des égos beaucoup trop développés. Ouais. Chacun d'entre eux veut être le patron. Voilà. Et donc, ça ne va pas pouvoir marcher. Alors, ce que je leur reproche surtout, parce qu'ils connaissent l'histoire, ces gens-là, alors ils savent que qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait le fascisme en Italie, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui s'est passé aussi en Allemagne dans les années 30? Qu'est-ce qui s'est passé? La gauche ne s'est pas entendue. Et on a eu Hitler. La gauche ne s'est pas entendue en Italie. Et on a eu le fascisme. Et alors, ils nous sont en train de nous préparer ça. C'est terrible. Hein. Et voilà, c'est des égos trop... Voilà. Alors moi, il y a je me dis qu'il y a des gens très bien là-dedans, hein. C'est pas qu'ils sont pas bien, hein. Mais ceux qui ne sont pas capables de se mettre ensemble et de dire, voilà, on va pouvoir élire celui-là ou celui-là, etc. Voilà. Alors bon, il faudrait vraiment... Alors moi, je pense qu'une femme ferait ça beaucoup mieux. Parce que les femmes ont un ego beaucoup moins développé, quoi. Toi, c'est un truc comme ça. Et, voilà. Je suis comme toi, moi, je suis prêt à voter pour une... Enfin, je pense aussi que les femmes peuvent nous... Moi, je pense aussi. Mais pour des raisons, pas parce que je suis une femme, je pense vraiment que les femmes ont moins de... elles n'ont pas besoin de montrer qu'elles sont des hommes, si je puis dire. C'est sans doute vrai. Et dis-moi,
le film, on va mettre des extraits du film pendant l'émission qu'on fait ensemble. Est-ce qu'il y a eu qu'est-ce qui s'est passé depuis? Enfin, est-ce qu'on t'en parle beaucoup? Est-ce que pas du tout. Moi, j'en parle non plus, pas du tout. Alors, donc... Quand il a été diffusé, tu as eu des retours? Non, pas tellement. Et dans les écoles, là, il y a eu des débats que tu as fait ou... Non, parce qu'ils ne connaissent pas le film. Mais on va faire en sorte de... Ils ne le connaissent pas et... Je pense qu'ils ne passeront pas dans les écoles, ils n'ont même pas le droit, hein, tu vois, donc c'est pas le problème, quoi, tu vois. Non, puis c'est pas du tout le thème que j'ai dans les écoles. Moi, j'aurais bien aimé que dans le film, on voit les écoles, qu'on voit les écoles, tu vois. Les écoles, enfin, les collèges. Il y a un peu la séquence à Liège où tu es... Chaque séquence à Liège, si j'aurais voulu qu'on la coupe complètement, quoi. Je la trouve nulle. Ah bon? Pourquoi? Vas-y, dis-moi. Parce que c'est des enfants de 7 ans à qui on parle de la guerre d'Algérie. Ils ont 7 ans. Ils sont de Liège. Excuse-moi, même leurs parents ne leur ont jamais parlé. Ils ne savent même pas où est l'Algérie, évidemment. Mais si, ils savent où est l'Algérie. Mais non. La guerre d'Algérie, ça débute en 1954. Alors l'Algérie, c'est en Afrique du Nord. Vous savez où c'est l'Algérie, hein? C'est peuplé d'Algériens, évidemment. Mais il y avait eu la colonisation, c'est-à-dire une guerre qui a commencé en 1830, et l'armée française, les Français ont occupé l'Algérie, qui est devenue une colonie française. Et donc ces Algériens avaient un parti qui était un parti national, et ils ont décidé, parce qu'on ne leur donnait pas un statut qu'ils réclamaient, d'égalité entre les Français qui étaient en Algérie et les Algériens. Alors ils ont décidé d'une guerre qui a commencé en 1954. Elle opposait en quelque sorte les Algériens qui voulaient que l'Algérie leur appartienne puisqu'ils étaient les Algériens locaux, et puis les Français, la France, qui à l'époque était gouverné par quelqu'un de très connu, De Gaulle. Et ils ont décidé aussi de faire une guerre contre ces Algériens. Et les Algériens, ils étaient organisés dans une très grande organisation qui s'appelait le FLN, le Front de Libération Nationale Algérienne. Alors ce FLN avait une structure aussi en France. Ils aidaient évidemment leurs copains qui étaient en Algérie et qui, eux, faisaient vraiment la guerre. Ils étaient clandestins, donc il fallait trouver les moyens de les cacher. Parce que si on savait qu'ils étaient du FLN en France, quand ils étaient arrêtés, c'était pas rigolo pour eux. On avait encore la guillotine à l'époque. Il y a eu des Algériens guillotinés par les Français. Alors donc, il y a des gens qui ont décidé d'aider le FLN, voilà. Ça a été mon cas. Alors vous allez me dire, mais c'est un traître, oui. Il fallait l'accepter. Si vous aviez mis dans le film, par exemple, quand je suis à Nyons, et qu'il y a un gosse qui vient pleurant, je te l'ai raconté, il a même écrit, Stéphane qui vient en pleurant, et à qui je dis, mon petit, mais qu'est-ce que tu as, je ne suis pas malade, et qui dit, madame, merci, je ne serai plus jamais raciste, parce que chez moi, nous sommes racistes. Ah oui. Jamais plus je serai raciste. Ça, c'est beau, tu vois. Et écoute, je continue de faire les écoles parce qu'une fois, un gosse m'a dit ça. Les gosses de... Mais c'est quoi le secret que tu as quand tu leur dis quoi pour qu'ils soient plus racistes? Ben, je leur parle du racisme. Moi. Quand je parle 2 heures, je parle au moins pendant 3/4 d'heure rien que du racisme. Mais tu dis quoi? C'est quoi tes arguments? J'explique le racisme, comment c'était du temps des nazis. Quand on tuait, par exemple, pourquoi la race pure et tout ça, je leur explique tout ça. D'ailleurs, il y a un truc que tu m'as appris, parce que j'en avais entendu pas, c'est à propos de l'eugénisme. Et le fait que... Je leur parle de l'eugénisme, je parle de tout ça, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire un mot, parce que les gens qui nous regardent, tu sais de cet article que tu avais écrit, où sur comment... Tu me dis si je me trompe, hein, comment ils ont testé sur des populations d'enfants handicapés en Allemagne le gaz, le xylon. Bien sûr. Alors, c'est-à-dire qu'en Allemagne, dès qu'il est au pouvoir, Hitler, qu'est-ce qu'il fait donc dans les années 1933 il décide qu'ils sont la race supérieure.
Ben, est-ce qu'ils sont vraiment la race supérieure? Ben, ça pose problème, même pour eux. Alors, il y a des malades chez nous qui se disent, qui ont des maladies génétiques. Toutes n'étaient pas génétiques, ils le pensaient, la génétique de l'époque. Alors, les gens qui portent des grosses lunettes, ils sont des amblyopes. C'est pas pur, ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va les stériliser. Comme ça, ils ne feront pas des enfants avec des grosses lunettes. Et puis, au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'il va leur falloir des centaines d'années pour stériliser toutes les populations. Que ça devienne pur, parce qu'il faut plusieurs générations, ils vont faire une étude. Alors, ils disent que faire? Ben, on va les euthanasier. Et c'est comme ça qu'ils ont tué 120 000 Allemands, parce qu'ils portaient des lunettes, ou bien parce qu'ils avaient le diabète, des enfants parce qu'ils avaient un pied beau, d'autres qui étaient parce qu'un peu débiles, c'est vrai. Même des gros débiles. Mais ça, c'est un truc très méconnu dans pas l'histoire. Non, il y a des livres, moi j'ai au moins lu une quinzaine de bouquins là-dessus. Oui, non, mais c'est très méconnu au niveau des populations. Je sais parce que tu m'en as parlé, mais c'est des choses... Ça s'appelle comment? Il y a une adresse d'ailleurs. Comment tu... c'est l'adresse d'une clinique, cette histoire-là. Ah, mais ça s'est passé. Alors, on tuait les gens dans sept clinique ou maison? Maison, oui, enfin... hôpital psychiatrique, disons, quoi. Dans 7 hôpitaux psychiatriques, je la note, les noms, je ne vais pas les avoir maintenant dans la tête, dans 7 endroits. Et donc, voilà, quoi. Et ces gens-là, alors, ce qu'il y a de... Oui, je dirais quelque chose après. Ça se faisait là. Et alors, on a inventé, dans un de ces endroits, on disait comment faire pour les tuer. Alors, on a commencé par des médics, on a commencé par... Et à un moment, on s'est dit, peut-être que si on gazait ces gens, ça irait bien. Et c'est là qu'on a tenté, la première fois qu'on a tenté le gaz, qui n'était pas un bon gaz, d'ailleurs. Alors, après, on l'a perfectionné. On a perfectionné tout ça. Mais c'est sur des Allemands que ça a été testé. À cause de la race pure. Parce que c'est ça, être raciste. Tiens, il y a une question que je t'ai jamais posée, peut-être tu ne pourras pas me répondre, mais est-ce que tu as lu Forisson, toi? Est-ce que tu as lu Non, je n'ai pas lu. Est-ce que tu sais ce que contient sa thèse? Est-ce que tu sais par quel... Non, franchement, je ne sais pas. Non, parce qu'il je l'ai entendu, évidemment, mais je sais bien sûr. Du gaz. Non, mais c'est pour ça, je voulais savoir. Mais on le sait, puisque maintenant, il y a des... Moi, j'ai des bouquins là-dessus, quoi, tu vois. Maintenant, on sait où ça a été acheté, le nombre, le machin, le truc, tout ça, c'est parfaitement sûr, quoi. C'est le négationnisme total, toi. Et comment tu l'expliques, toi, ce négationnisme? Ça vient de... C'est des gens... Écoute, moi, je ne les fréquente pas, quoi. Non plus, mais... Alors, mais je veux dire... comment la nature humaine heureusement, ils sont vraiment pas très nombreux, quoi. Il y a des dingues partout. Et toi, la loi Guessot, tu y es plutôt favorable ou... La loi Guessot, me rappelle-moi que c'est un député... Guessot, c'est la loi qui nous interdit de... Un député communiste, mais oui, c'est un député communiste et c'est une loi qui nous interdit de parler du révisionnisme, une loi qui nous interdit... J'étais plutôt pour ça, moi. C'est pour ça, quand tu as reçu ce monsieur, moi, ceux-là, je pense qu'il vaut mieux les négliger, les pas faire parler, les oublier. D'accord, mais... Il me semble que c'est... Enfin, tu vois, je n'ai pas beaucoup réfléchi à ça, mais il me semble que... Bon, ça les punit, d'ailleurs. Parce qu'ils sont là pour parler, tu vois. Mais le problème, c'est qu'ils se servent de l'interdit pour dire, voyez, on nous censure, on n'a pas le droit de parler ça. Il y a beaucoup de gens qui quand même... tous les gens qui savent ce qui s'est passé, et quand même, c'est des millions et des millions de personnes qui savent ce qui s'est passé. On sait, mais des gens qui ont 25, 30 ans, qui sont peu cultivés... ils n'ont qu'à venir m'écouter à l'école. Ouais. Non, mais peut-être, mais bon. T'as plusieurs... Là, t'as beaucoup de rendez-vous. Tu vas à Berlin, là, quand tu... Oui, je vais à Berlin. Qu'est-ce que tu vas faire quoi à Berlin? D'abord, mon livre est traduit en allemand. Alors, je vais pour la signature le livre, celui... Oui, mon livre, quoi. Et puis... qui s'appelle toujours une vie militante? Oui, ils ont changé le titre en allemand. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. D'abord, je ne lis pas l'allemand. Et puis, c'est pas seulement ça, je vais aussi parce que je vais rencontrer, là, que je rencontre assez souvent, Weber, qui est en train de faire un livre sur moi, en 2 langues, allemand et français, et on va voir l'éditeur allemand. Et puis parce que chaque année, je vais faire des conférences en Allemagne, donc je vais parler du racisme en Allemagne.
D'accord. Tellement du racisme, de la résistance, en fait. Et cette année, ils me demandent tous, m'ont demandé l'Algérie, toi. Donc tu vas reparler de l'Algérie. Ben oui. Et dis-moi, sur cette idée de résistance, pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour résister ici en France? Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, d'abord, dire ce qu'on pense de notre gouvernement et le dire avec des arguments, vraiment des arguments, quoi. Fondés. Fondés. Et il y en a, facile, quoi. Par exemple, c'est très très facile quand ils te disent, c'est marrant quoi, parce que quand ils te disent, oui mais vous savez, on a parlé avec des milliers de gens dans notre bidule, là, je sais plus comment ça s'appelle. Le grand débat là. Le grand débat. Le grand débat, moi je ne suis pas allée, mais enfin j'ai regardé par exemple chez moi, dans toutes les alentours, tous ceux qui allaient dans le grand débat, c'était déjà ceux qui étaient d'accord. Il y avait par hasard de temps en temps un type qui allait pour protester, point barre. Alors, donc ils ont parlé entre eux. Donc voilà. Ça n'avait aucun intérêt. Stricto aucun intérêt. Ils ont parlé entre eux, ils se sont confortés dans leur idée qu'ils sont les premiers, les meilleurs. Voilà. Bon, alors ils sont très contents, tant mieux pour eux. Voilà. Voilà, mais c'est tout. Et donc, moi, je pense que vraiment, on doit vraiment montrer qu'est-ce qu'on est en train de nous préparer avec le macronisme, qui est d'ailleurs une politique qu'on n'a jamais eue droitière, comme on n'a jamais eu en France, jamais. Depuis la libération, enfin la fin de la guerre, jamais. Il se réfère à De Gaulle, mais De Gaulle, c'était pas ça du tout. C'est quoi les différences? De Gaulle n'avait pas une tête comme ça, lui. Hein. Non, pas du tout. Il avait un bon pif quoi, pour sentir ce qu'il fallait dire et ce qu'il ne fallait pas faire. Mais voilà. Mais ça n'a rien à voir. Regarde, par exemple, on a parlé de l'Algérie. Qui est-ce qui a dit à un moment que vraiment c'était pas bien ce qui se passait en Algérie en ce moment? Il y a deux qui l'ont dit. Trump et Macron. Il faut le dire, ça, aux gens. Ouais. Tous ces gens qui me demandent, je leur dis, moi, qui me demandent de leur parler de l'Algérie, je leur dis ça. Je leur dis, vous savez, qui trouvent ça pas bien? Il y en a deux dans le monde. Et là, tu vois les privatisations. Là, il y a privatisations, bien sûr. L'aéroport de Paris. L'aéroport de Paris est pareil. Il y a une pétition qui circule. Il faut la signer. Bien sûr qu'il faut la signer. Il faut la signer. Tous ces trucs-là, il faut vraiment lutter contre ce qu'ils sont en train de nous faire et surtout nous préparer. Alors évidemment, on est un peu pris comme ça parce que c'est lui ou elle. Et j'ai pas envie que ce soit elle non plus. Ouais. Alors c'est difficile. Lui, par exemple, lui, tu l'as habillé pour l'hiver là, avec le traitement psychiatrique et tout ça. Elle, tu la trouves comment psychiatriquement? Elle est un peu moins arrangée ou? Je la trouve plutôt moins, pas dérangée de la même façon. Tu vois. Elle, tu comprends, c'est une famille, quoi. Enfin, tu comprends, c'est père en fils, là. C'est vraiment, ils sont installés. Tu penses qu'elle cache son jeu et que dès qu'elle sera au pouvoir, ça va être terrible ou alors qu'elle s'est un peu adoucie? Moi, je me méfie, hein, franchement. Je me méfie. Plutôt, je pense plutôt qu'elle s'est arrangée sur le... Si on la lâche un peu, elle repart valser avec les nazis. Je pense qu'elle va repartir pareil. Moi, je n'ai pas confiance du tout dans sa modification. Là, je sais pas si... Encore que peut-être je me trompe. Oui, moi aussi, peut-être je me trompe. Je ne connais pas suffisamment. Et tu as vu que pour les... Je ne suis pas un politologue. Hein. Les prochaines municipales, il semblerait qu'ils travaillent à des accords avec LR. Là. Bien sûr. Tu l'avais prévu, toi, la tombée des Républicains comme ça? Pas tellement, non. Non, je n'avais pas pensé. Enfin, depuis quand même 3 ans, enfin, ça commençait à pécloter là-dedans quand même, hein, toi. Mais bon, non, je n'avais pas imaginé que ça puisse dégringoler aussi vite. En fait, en très peu de temps, le paysage politique a explosé. Quoi. Oui, ça, je m'y attendais pas du tout. Mais enfin, moi, je suis ni politologue, ni comme ça. Hein. Non, mais toi, tu es résistante. Oui, bon sûr, moi, enfin, je m'intéresse, mais pas plus que... Mais tu vois, quand citoyen lambda. Quand tu avais l'âge des gens qui nous regardent, quand tu avais une vingtaine d'années, ou même quand tu as commencé à résister, tu avais 17-18 ans. 17 ans, oui. 17 ans. Tu étais en études de médecine, tu es arrivé à Paris, et là, tu étais au Parti communiste clandestin.
et tu... C'est-à-dire, j'étais dans la résistance. Attends, c'était le Parti communiste clandestin. C'était le Parti communiste dans la résistance, quoi. Et donc, tu prenais des risques pour... Bien sûr. Non, mais je sais que tu prenais des risques. Mais aujourd'hui, ça serait quoi de prendre des risques? Comment tu résistes aujourd'hui quand tu as 20 balais et que tu veux être utile? On n'est pas... Chaque fois, c'est différent, quoi. C'était plus simple de résister de mon temps. Parce que, tu vois, c'était clair. Bon, hein. Ouais. Tu étais pour, tu étais contre. La plupart n'ont rien fait du tout, ça c'est vrai. Mais enfin, toi, c'était quand même clair. Voilà. Ici, c'est un peu plus difficile. Alors, résister contre quoi? Résister sur ce qu'on veut nous imposer, c'est-à-dire une France qui va de plus en plus vers la droite, c'est-à-dire vers l'oubli de ceux qui sont les plus nombreux dans notre pays. C'est-à-dire, toi, moi, la classe ouvrière qui n'existe plus peut-être, mais enfin, en tout cas, ceux qui sont les classes qui font fonctionner notre pays, ils sont complètement oubliés. Bon, voilà. J'ai une idée qui m'est venue l'autre jour, parce que j'essaie d'écrire, quand je pense à la police, quand je vois, d'ailleurs que sur toutes les chaînes de télé d'info, tu as toujours des syndicalistes policiers qui viennent vanter la qualité de leur travail, etc. La manière dont ces chiens de garde du régime viennent réprimer toutes les manifestations, etc. L'idée qui m'est venue, elle est peut-être un peu facile, mais je me suis dit que Macron était en train de faire de ce pays une sorte de grande société anonyme, une société commerciale anonyme, et que la police républicaine, en fait, ça devient comme des vigiles, quoi. Des types qui veulent à tout prix, qui sont payés pour sauver son programme politique, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans tout ça. Moi, je pense aussi que si, peut-être, tu sais, ceux qui parlent aussi à la télé, parce que les médias, excuse-moi, peut-être pas le tien, c'est sûr. Les médias, bon. Alors, je pense que ceux les flics qu'ils appellent à parler, ils les trient, hein, tu vois, je veux dire. Parce que moi, je suis sûr aussi, tu sais, le flic, quand tu gagnes 1 200 € par mois, il y a sûrement des flics, voilà, quand on est dans les trucs, il faut leur dire, venez, tu vois. Mais ils viennent pas, quoi. Un jour ou l'autre, ça peut se faire. T'as vu à Marseille cette vieille dame qui est morte des tirs de LBD. D'ailleurs, l'enquête a l'air de patiner, quoi. Patiner, bien sûr, oui, c'est vrai. Bon, mais bon, oui, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup d'éborgnés. Des éborgnés, tout ça. Bien sûr, mais ça, par exemple, on peut se mettre à faire un truc pour, effectivement, tu lances une pétition, on ne veut plus de ces bas de bidule. Hein. Et s'il y a 2 millions de personnes qui la signent, il n'y en aura plus. Tu crois aux pétitions, toi? Tu penses que ça marche? Oui, je crois aux pétitions, oui. Et le référendum d'initiative citoyenne, là, tu dis que c'est pas mal? Oui, c'est pas mal. Il ne faut pas en abuser peut-être, mais ce n'est pas mal. Non, moi, pourquoi je crois aux pétitions? Pas aux pétitions seulement avec les intellos, quoi. Parce que ça, c'est facile, hein. J'en fais des pétitions, je les connais. Hein, même on peut signer pour eux parce que je sais qu'ils seront d'accord. Non, les pétitions, des vraies pétitions où il y a le peuple vraiment qui participe. Bon, le Parti communiste savait très très bien faire ça. Hein. Pourquoi tu n'as pas voté communiste, au fait? Parce que je suis plus communiste. Oui, il est pas mal. Mais il en fait 2%. Mais enfin, il a fait 2%. Parce qu'il a fait 2%, et puis parce que je suis plus communiste. Tu vois, voilà. T'as lâché l'affaire il y a longtemps? J'ai lâché l'affaire il y a longtemps. Oui, il y a très longtemps. Ouais. Bon, Annette, merci. Hein. On est passé du coq à l'âne, de l'Algérie à Macron. Mais tu nous as donné 2-3 bonnes leçons. Puis maintenant, on va aller rejoindre nos amis, puis on va aller boire des coups, quoi. Ah, quel champion. Des coups, de l'eau. Non, puis on va aller chercher Mohamed, on va aller chercher... Ah oui, on va téléphoner à Mohamed. Oui, voilà. Bon, Ah, mais c'est en bas que je peux téléphoner. Merci. Hein. À la prochaine.